on va commencer. Alors, enchantée, je suis Anna Maheu de la Fonda et j'ai l'immense plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde sur Inclure pour transformer, qui est un ouvrage que le F3E a coordonné, que vous trouverez ici et que vous aurez encore plus de chances de trouver dans la table au fond à gauche en sortant. Vraiment, je télé-shopping jusqu'au bout. C'est un ouvrage donc collectif. Je faisais partie du comité éditorial, mais comme certaines personnes dans la salle aujourd'hui, et je suis ravie d'avoir pu les rencontrer en vrai, Claire a notamment assuré une partie de la coordination, et nos 3 intervenants ont écrit des articles. Et ces articles viennent donc de leur expérience, et nous allons, pendant les 2 heures où nous serons ensemble, explorer ensemble toutes ces questions d'inclusion, ce que nous appelons, nous, l'inclusion transformative. Vous en saurez plus très vite. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Claire de Racilly, qui est donc la responsable développement du F3E, du pôle développement, pour être exact, et qui va vous présenter un peu plus la genèse de cet ouvrage et qu'est-ce que nous avons défini comme l'inclusion. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc oui, je suis ravie qu'on puisse vous présenter ici nos travaux qui sont en fait le résultat d'un an de collectifs, d'intelligence collective, d'ateliers, etc. Je vais vous raconter tout ça, mes départs, mais peut-être pour commencer, vous dire un mot sur l'idée de départ. À l'origine de cet ouvrage, en fait, au départ, on s'est interrogé sur les liens qu'on pouvait faire et les choses qui ressortaient entre les approches orientées changement qu'on avait expérimentées par ailleurs et puis les questions de genre et l'approche genre intersectionnelle. Et en fait, très vite, la question de la place des actrices et des acteurs et la question de leur inclusion et de leur capacité à prendre part aux dynamiques collectives est apparue comme un sujet que nous souhaitions creuser. Donc, de là, l'idée de cet ouvrage collectif, Inclure pour transformer, et de poser la question... alors très bien, nous souhaitons inclure, mais inclure pour quelle transformation, quels changements sociaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bâtir cet ouvrage. Ce dont on s'est aperçu également, c'est qu'en fait, les manières de percevoir l'inclusion pouvaient être extrêmement variables en fonction des acteurs et des actrices. Donc, pour certains, l'inclusion était prise au sens large, c'est-à-dire le fait d'inclure une pluralité d'actrices et d'acteurs dans des processus. Pour d'autres, elle faisait vraiment explicitement référence aux communautés, donc aux personnes concernées au premier chef par les actions menées dans le cadre des projets, des programmes. Le plus souvent dites vulnérables, dites en marge, dites exclues, et parfois et très souvent dites bénéficiaires, et que nous souhaitons ici actrices du changement. Alors, vous voyez à l'écran s'afficher la question qui inclure. Ça fait référence en fait à la première partie de l'ouvrage, parce qu'en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé un appel à contribution qui a été diffusé sur des réseaux nationaux et internationaux. Et parmi les propositions que nous avons reçues, nous avons présélectionné 10 propositions de contribution. Enfin, au départ, en fait, il y en avait 12 pour être exact, et on a atterri en fin de parcours avec des désistements à 10 propositions. Et donc, on a 10 articles qui sont répartis en 3 parties. Donc, vous pouvez trouver l'ouvrage, comme vous l'indiquait Anna tout à l'heure, à notre stand de publication.
Dans qui inclure, on a plutôt des interrogations sur comment faire du pluri-actrice-acteur, comment travailler l'inclusion et les questions de réciprocité partenariale, donc vraiment centré sur les partenariats. Et puis, on a même un questionnement pour dire, mais en fait, qui inclut-on lorsqu'on mesure les changements ? Et une invitation pour les organisations de solidarité internationale à se regarder elles-mêmes et à s'inscrire elles-mêmes comme des acteurs, des actrices qui doivent faire l'objet de changements. Sur la seconde partie, on a vraiment ce que je vous disais un petit peu avant sur la question communautaire. Ça revient aussi vraiment aux préoccupations dont on a pu parler dans la table ronde précédente. Et donc, la question qui nous a beaucoup occupé au cours de cet ouvrage, c'est celle des communautés dans les processus d'inclusion. Et il y a certainement un consensus sur le fait de vouloir impliquer ces communautés dans les démarches. Néanmoins, quand on rentre un peu dans le détail, on s'aperçoit que pour beaucoup d'entre nous, c'est loin d'être évident, c'est loin d'être facile, et nous pensons que nous n'avons pas à rougir de ces difficultés, et qu'en fait, il est au contraire intéressant que nous puissions échanger pour pouvoir progresser sur ces sujets. Donc là, vous voyez plusieurs articles qui ont été écrits. Vous avez aussi les auteurs et autrices des 2 premiers articles dans la salle. Donc si vous voulez aller retrouver Florent Pérudin, Vincent Hénin et Paola Oglione dans la salle, voilà, ils sont là. Vous pourrez aussi leur parler à la pause, au déjeuner, etc. Donc là, on est vraiment sur les questions communautaires en santé, sur les questions écologiques. Voilà. Et alors, vous voyez aussi qu'on a une alternance d'articles plus témoignages de praticiens, praticiennes, et d'autres articles donc, qui sont classés dans des expériences inspirantes, et d'autres articles qui sont plus axés sur l'outillage méthodologique. La troisième partie, c'est vraiment la question de comment le pouvoir d'agir peut être pris en compte du point de vue du genre, et plus précisément dans des dynamiques intersectionnelles. Donc, on est vraiment sur ce croisement intersectionnalité, genre, empowerment. Vous voyez la présentation des articles, dont vous avez 3 autrices et auteurs de ces articles qui sont à côté de moi sur la scène. Donc, je ne rentre pas plus en détail, puisqu'ils vont avoir toute l'occasion de vous présenter leur point de vue et leurs travaux tout à l'heure. Alors, pour arriver à ce résultat, à ces 10 articles, on a eu une démarche qui a été de longue haleine. Donc, je vous ai dit en introduction qu'elle s'est étalée sur 1 an. On a fait une série d'ateliers. Je pense que de mémoire, il doit y en avoir 6 ou 7 ateliers avec les contributeurs, contributrices, pour se présenter, pour que chacune puisse présenter aux autres sa proposition de contribution, recevoir les retours des autres contributeurs, contributrices, sachant que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'on avait des contributeurs et contributrices d'horizons extrêmement variés, puisqu'on avait réuni des praticiens, praticiennes de terrain, des chercheuses et chercheurs, et des personnes, des consultants et consultantes qui font de l'accompagnement. Donc voilà, tous ces échanges se sont déroulés sur 1 an, avec un rôle important joué par un comité éditorial. Donc, vous voyez à l'écran s'afficher les noms des personnes ressources qui ont participé. Là aussi, on a des horizons assez ouverts et variés.
Le comité éditorial a participé à creuser la problématique, également à voir avec nous comment structurer cet ouvrage et a participé à la relecture des articles. Donc il faut savoir que les articles ont été relus et relus et relus et relus. Ça a été un long processus collectif aussi. Et enfin, le comité éditorial dans les ateliers a joué un rôle de grand témoin, donc pour redonner un petit peu un miroir des échanges aux contributrices et contributeurs, et signé la postface que vous trouverez dans l'ouvrage avec des recommandations pour accompagner le passage à l'action. Voilà un peu pour le dispositif qui a donné lieu à cet ouvrage. Et pour clore, j'aimerais remercier vraiment extrêmement chaleureusement toutes les contributrices, tous les contributeurs pour leur engagement et leur implication dans ce processus collectif. Ça a été extrêmement riche. Remercier bien sûr le comité éditorial pour sa contribution qui a vraiment apporté à la fois un pas de côté, nous a permis vraiment de creuser toutes les problématiques de l'ouvrage. Et j'aimerais aussi remercier l'Agence française de développement, la Fondation de France, la Fondation Crédit Coopératif, ainsi que le Secours catholique Caritas France de nous avoir permis de mener ce travail. Et enfin, remercier très chaleureusement Colette Sopena, ma collègue, Isabelle Moreau, ainsi que Charlotte Boiteau, une consultante indépendante qui nous a accompagnés tout au long de cette démarche. Je repasse le micro à Anna. Merci de votre attention. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Alors, je vous l'avais annoncé, nous n'allons pas nous contenter de parler depuis ce magnifique espace. Nous allons vous demander des questions, parce que nous pensons tous que si l'inclusion peut être transformative, vous avez beaucoup d'expérience. Vous êtes... Peut-être avez-vous essayé d'avoir les projets les plus inclusifs possibles, peut-être avez-vous rencontré des difficultés, et vraiment, on veut avoir un espace de parole pour cela. Donc, comme je vous le rappelais, vous êtes censé avoir 3 petits papiers à votre disposition. Un papier vert, je vais vous énoncer des affirmations, afin de savoir un peu comment vous vous situez par rapport à elles. Quelle est votre expérience ? Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, je vous demanderai de lever le petit papier vert pâle. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever le petit papier rouge. Et si vous souhaitez prendre la parole, vous pourrez lever le petit papier bleu. Une personne du F3E se baladera ensuite avec un micro pour distribuer la parole. Alors, on va se... Déjà, est-ce que tout le monde a son petit papier ? Pouvez-vous relever le petit papier vert pour qu'on voit qui n'en a pas ? Eh bien, ça me semble pas mal du tout. Parfait. Alors... La première affirmation est en fait, ce sont les termes du débat. Est-ce que, selon vous, inclure, c'est renforcer le pouvoir d'agir ? Et pour rappel, donc nous utilisons pouvoir d'agir pour ce que certains appellent empouvoirment, empowerment, encapacitation. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fond. Est-ce qu'en incluant les personnes, on renforce leur pouvoir d'agir ? À la 1, à la 2, à la 3... C'est bien. Nous avons... Intéressant, une personne lève le papier vert et rouge. Je n'avais pas du tout pensé à cette utilisation. Donc, nous avons des réponses de Normands qui disent peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que... Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que vous êtes une majorité à lier quand même les 2 actions, qu'inclure renforce le pouvoir d'agir. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu des papiers bleus. Si quelqu'un souhaitait prendre la parole, est-ce qu'elle peut relever son papier bleu ? Non. Ne vous inquiétez pas, nous avons des questions vraiment beaucoup plus controversielles, donc vous pourrez vous prendre la parole. Pour déjà peut-être poser les termes du débat, je vais passer la parole à mes intervenants, puisque ce n'était pas censé être un one-man show. Déjà vous dire qui sont-ils ? C'est important, la connaissance située. Donc, Sarah Gutiérrez, vous travaillez à Batik International depuis 2011. Batik, pour ceux qui ont eu la chance hier de déjà entendre beaucoup parler de l'organisation
est une organisation française de solidarité internationale qui intervient en Afrique du Nord, au Vietnam et en France. Et depuis 2019, vous en assurez la direction. Arnaud Laban, à ma droite, vous êtes diplômé de l'ESCP Europe et de Sciences Po Paris, et ça fait plus de 10 ans que vous travaillez à l'évaluation des acteurs publics et associatifs, principalement en Europe et en Amérique latine. Et enfin, Tamara Moss, originaire des Bahamas, vous êtes professeure adjointe à l'université de Bryn Mawr, je suis désolée, je le prononce très très mal, qui est une université américaine près de Philadelphie, et vous travaillez précisément sur le travail social et la recherche sociale. Vous êtes notamment membre de LEAD, qui est une coalition de leaders autour de l'évaluation équitable et le développement. Non. Le D de LEAD restera un mystère jusqu'à votre intervention, mais je serais ravie que vous me le rappeliez. Et ma première question sera pour vous, Sarahi. À Batik International, comment est-ce que vous avez commencé à vous poser cette question de renforcer le pouvoir d'agir ? Quel a été le processus ? Alors, vous m'entendez ? Parce qu'avec les masques, c'est pas évident, en fait. Et avec mon petit accent, pour les traducteurs, si parfois vous lissez sur les lèvres. Je vais vous raconter une partie de l'histoire donc, du coup des Batik. Mais avant, je voulais quand même partager avec vous certains faits qui motivent notre travail et revenir sur les faits qu'il y a 70% des pauvres dans le monde qui sont des femmes et 39% des femmes qui ont l'âge de travailler qui travaillent seulement. Et de ces 39%, il n'y a que la moitié qui les font à temps plein. Donc c'est pour lutter contre ces inégalités. Là, je vous donne des chiffres en fait de l'année 2020. Donc c'est pour lutter contre ces inégalités qui persistent malgré le fait qu'il y a eu des avancées, que notre association Batik a commencé à travailler depuis les années 2005 avec des organisations locales dans la rive sud de la Méditerranée, au Maghreb, pour proposer des projets d'entrepreneuriat en fait féminin. En pensant, à l'époque, on pensait qu'il suffisait de former les femmes, de les accompagner à créer une activité économique pour qu'elles puissent s'émanciper. Il ne faut pas nous en vouloir, c'était 2005. Et on n'était pas des professionnels, d'experts au plus de cette thématique. Donc, enfin voilà, nous, on pensait qu'il suffisait de faire ça et que par magie, les femmes, elles allaient s'émanciper. Et puis, en soi, en fait, on a eu des résultats plutôt encourageants en fait, de notre projet. Après quelques années d'accompagnement des femmes, oui, elles savaient augmenter leurs revenus. Oui, elles avaient un pouvoir d'achat qui leur permettait d'accéder à des biens de consommation. On constatait que l'accès à l'éducation, que l'accès aux médecins aussi au sein de la famille s'améliorait, que parfois, elles s'amélioraient aussi leur foyer. Donc, pour nous, tout allait bien dans le meilleur du monde. Jusqu'à un jour où on a eu une évaluation, un évaluateur externe qui est venu porter son regard aussi sur notre action, qui est venu nous décentrer et qui a mis en évidence des cas de violence auprès des femmes que nous, on accompagnait. Ça nous a choqués. Ça nous a choqués, bien sûr, parce que nous, on pensait que tout allait bien dans le meilleur du monde. Non, je rigole. Ça nous a surtout choqués parce qu'en fait, on n'avait pas du tout pris en compte ça. Et ça, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on est passé à côté de ce phénomène ? Bien sûr, on ne peut pas réduire, en fait, les phénomènes des violences à juste un effet négatif de notre projet, mais c'est quand même une situation qui existe, en fait, et qui a une influence très forte, en fait, sur la capacité de ces femmes à pouvoir travailler, à pouvoir prendre des décisions, et on est passé complètement à côté. Donc ça nous a complètement bousculé dans notre travail. Ça nous a questionné comment est-ce qu'on peut faire, quelle est la vision du changement. Est-ce que le changement qu'on veut, c'est ça en fait? C'est des femmes qui, oui, augmentent leur revenu, mais qui vivent sur des situations de violence. Donc, à partir de cette réflexion, on a voulu plutôt le prendre du côté positif et se dire comment est-ce qu'on peut changer aussi notre regard et notre manière de travailler avec ces femmes. Et donc, on a commencé tout d'abord par se former sur la perspective du genre, n'est-ce pas? Parce que nous, on pensait que travailler avec des femmes, c'était faire du genre. Et non. On s'est formé puis pour mieux comprendre en fait ces concepts et pouvoir mieux l'intégrer aussi dans nos projets. C'est ce qui nous a mené après, une fois qu'on l'intégrait dans nos projets,
à, je dirais, mieux analyser aussi en fait les contextes dans lesquels intervenaient, surtout les mécanismes d'oppression en fait qui traversaient une situation, et là en l'occurrence les mécanismes d'oppression qui traversaient la participation économique des femmes. Pour nous, c'est une découverte, je dirais, légère, mais aussi l'approche de l'empowerment. On a eu de la chance, dans cette réflexion, de croiser le chemin de certaines associations. Je vais citer Quartier du Monde, qui est ici présent, qui a été très structurant pour nous, très inspirant dans ce travail. Donc du coup, il y a eu d'abord cette analyse de situation qui a changé. On s'est rendu compte que oui, autonomie ne voulait pas dire juste accès aux moyens, mais que c'était beaucoup plus large que ça, en fait. Et donc, ça nous amenait aussi à revoir notre posture et notre stratégie d'action, quoi. De ne pas se limiter juste à cette participation économique, mais de voir beaucoup plus large, de voir qu'est-ce que ça revêt, en fait, les pouvoirs d'agir, quelles sont les différentes dimensions. Je ne les développe pas parce qu'Arnaud, je sais qu'ils vont en parler. Et donc, d'essayer de construire des programmes, en tout cas de réfléchir notre action autour de ces différentes dimensions. Aujourd'hui, le chemin il est encore là, long. On est encore loin. On continue à avancer petit à petit. On a de la chance d'avoir été dans un processus qui est long. Il a démarré en 2005. Aujourd'hui, on est en 2021. On continue à apprendre. Aujourd'hui, on se permet justement d'aller jusqu'à l'inclusion de ces personnes avec lesquelles on travaille, pour lesquelles on travaille. Et elles sont maintenant co-construire les projets avec nous. Merci beaucoup pour ce partage. Je vais me tourner vers vous, Tamara. Et pour leader dans l'évaluation équitable et développement. C'était plus simple que ce que je pensais. Donc, pour rappel, Tamara va s'exprimer en anglais. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous préférez avoir une traduction, n'oubliez pas de mettre votre petit casque et qu'on règle le son au milieu. Donc, Tamara, vous, dans votre article, vous utilisez un autre concept. C'est un article que vous avez écrit avec Donna Mertens, qui est le changement transformatif. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le changement transformatif ? Good morning, everyone. Greetings. I'm bringing from Bryn Mawr College, and thank you to F3E and colleagues for being here. I'm going to read most of my responses, but will speak more freely in our question and answer period for the purposes of translation. Transformative change begins with using a transformative lens, which lays the groundwork for informing a more nuanced understanding of problems and strengths as we consider cultural context and complexities relevant to the evaluation and ultimately change itself. In the context of being an evaluator, the implementation of the transformative evaluation can provide an evidence base to guide decisions about the development of the revision of interventions that are culturally responsive and sustainable in the context of civil society organizations responding to the United Nations Sustainable Development Goals. The voices of those directly impacted are embraced, valued, and amplified. This transformative change is a framework that lends to being a part of an act of empowerment, as in being action-oriented, and the structure, process, and findings of the evaluation are designed to support transformative change that takes place with community at the center. This approach to evaluation aligns with the goals of F3E, Agence Française en Développement, and the organizations that work with their pursuit of increased understanding of how evaluation can contribute to social change. No community change without the community. In our chapter, we highlight the Fight for 15 movement that took place in the US in the case of fast food workers fighting to raise the minimum wage. My lead author, Dr. Donna M. Merton, writes and includes that this Fight for 15 is an example of adopting a transformative lens that informs efforts that lead to the elimination of poverty, while also increasing not just economic equality, but also social and environmental justice. The connection with transformative change and empowerment is shared by the recognition of reality. The majority for reality for fast food workers is they were people living in poverty.
The Service Employees International Union knew that wages in the fast food industry were low and that many workers never got increases no matter how many years of working for the same organization. For example, their wages were $7.25 an hour, even after working for more than 10 years. In 2010, the same organization tried to organize low-wage workers by increasing union membership, but they were not successful. But in maintaining their commitment to lifting workers out of poverty, SEIU recognized the need to move beyond the traditional union organizing model and contacted a grassroots group called the New York Communities for Change, which were identified and shared their vision of reducing poverty. And here the coalition building campaign began. In the interest of time, the strategies included visiting people at their homes, knocking on doors to get feedback, and thinking through the processes. The results was as workers' organizations called Fast Food Justice, which provides advocacy and education for over 50,000 fast food workers in New York regarding their rights under the law. This indicated the power of coalitions that were representative of a diverse constituency, committed to taking action and sustaining change. This is an example of transformative change in relation to empowerment. Thank you. Merci. C'est un exemple que je trouve extrêmement inspirant, le Fight for 15 movement, un peu ce que vous racontiez aussi, Sarahi, sur Batik International. Comment est-ce qu'on se rend compte que les méthodes ne fonctionnent pas et comment est-ce qu'on se rapproche des personnes qui peuvent nous aider à totalement replacer notre perspective. Et je me tourne maintenant vers vous, Arnaud Laban, dans l'article que vous avez écrit avec Clara Elebrandova. Excusez-moi. Vous avez un modèle un petit peu complémentaire, qui est quelles sont les différentes dimensions du pouvoir d'agir ou empowerment. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette modélisation, s'il vous plaît? Oui. Alors déjà, comment est venue cette modélisation? Elle est venue d'expériences en fait assez similaires à celle par exemple de Sari pour Batik, mais côté évaluation, côté conseil. Donc, en se confrontant à des différents types de projets, tous ayant pour objectif d'accompagner l'empowerment, ou en tout cas le renforcement du pouvoir d'agir de femmes, de jeunes, de plein de cibles différentes, avec des résultats très différents et surtout des indicateurs et des analyses qui ne rendaient pas du tout compte des effets que nous, on pouvait observer, qu'ils soient d'ailleurs négatifs ou positifs, voire qui aboutissaient même à l'inverse de ce que nous, on observait. Et donc, on s'est dit, en fait, on a besoin de réfléchir à un autre cadre pour analyser ce type de projet, parce que si on utilise nos critères et nos cadres classiques, en fait, on se trompe totalement sur l'analyse, avec derrière des effets qui peuvent être aussi désastreux lorsque les recommandations sont suivies. Donc en regardant la littérature existante, mais aussi en regardant la littérature existante par rapport à notre propre expérience d'évaluation, d'analyse de projets, en fait, on a abouti à un modèle qu'on utilise souvent aujourd'hui, en l'adaptant à chaque fois, pour essayer de bien comprendre ce qu'est l'empowerment et comment l'analyser. Donc, déjà, qui dit empowerment dit désempowerment. C'est-à-dire, l'empowerment ne concerne que des personnes ou des groupes de personnes qui se trouvent dans une situation de désempowerment. C'est un processus qui est long de transformation, qui n'est pas linéaire. On avance, on tombe, on se relève, et qui est à la fois multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler que sur l'emploi, on ne peut pas travailler que sur les relations familiales. Ça demande un travail intégral, à la fois sur des aspects cognitifs. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la prise de conscience déjà des facteurs qui expliquent qu'on se trouve dans une situation de désempowerment. Ça permet une certaine prise de recul par rapport à sa situation personnelle et permet déjà aussi de retrouver de la confiance en soi. La deuxième dimension, si on désigne par relationnel, en fait, c'est déjà le pouvoir d'agir, mais dans un environnement immédiat.
la famille, éventuellement la communauté ou la famille élargie. C'est comment dans le quotidien on retrouve ce pouvoir d'agir. La troisième dimension politique, c'est lorsque ce pouvoir d'agir que l'on récupère permet cette fois-ci d'agir sur les facteurs qui expliquent la situation de multiples oppressions, de désempowerment dans laquelle on se situait initialement. Donc, lorsqu'on se trouve dans une situation de désempowerment parce que, par exemple, on n'a pas accès à la terre pour des communautés rurales, eh bien, travailler derrière, arriver au point où on est capable de mener des actions de plaidoyer ou des actions de justice pour récupérer de la terre, c'est travailler pour soi-même, mais aussi pour les autres, et c'est cette dimension politique. Et enfin, une dimension transversale, alors qui peut prendre différentes formes selon les types de projets, socio-économiques, par exemple, lorsqu'il s'agit de projets qui soutiennent, par exemple, l'emploi ou le retour à l'emploi ou l'entrepreneuriat, et qui est transversal, c'est-à-dire lorsqu'on pense à à comment trouver les ressources pour manger le soir, ça va être difficile de rentrer dans n'importe quel processus collectif ou individuel, mais collectif de préférence, de formation, de renforcement. Donc ça constitue une condition de toute façon de ce processus. Mais c'est aussi une dimension qui renforce les autres. Le fait effectivement de pouvoir générer des revenus, une activité, et ce qui est important, c'est plus la génération de revenus que le montant des revenus générés, généralement, va renforcer derrière la confiance en soi, va donner va pouvoir peut-être donner un pouvoir d'agir, parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent aussi sur les relations dans la famille, dans la communauté. Et puis enfin, la question des moyens politiques se pose toujours lorsqu'on veut mener des actions à une plus large échelle. Donc voilà, c'est un modèle, mais qui peut tout à fait s'adapter. La dimension transversale sur un projet de santé, ça peut être l'accès, par exemple, à des soins spécifiques ou au système de santé, à l'éducation, etc. Mais en tout cas, on a voulu faire ce modèle pour essayer de montrer, en tout cas, ce besoin d'analyser et d'envisager l'empowerment de manière multidimensionnelle ou intégrale. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on se rend compte que le pouvoir d'agir, c'est pas... Déjà, c'est un concept extrêmement riche qui peut être adapté de façon différente, qu'on soit sur le terrain comme bâti, qu'on soit plus du côté universitaire, comme vous l'étudiez à la Bryn Mawr University, ou en tant qu'évaluateur. Et je me tourne vers vous qui, j'imagine, dans vos projets ou dans votre travail, peu importe de quel type de partie prenante vous êtes, vous avez certainement rencontré cette question du pouvoir d'agir. Donc, on va retourner au petit papier. Encore une fois, si c'est vert, c'est que vous êtes d'accord. Si c'est rouge, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Si c'est bleu, c'est que vous aimeriez prendre la parole. Si c'est vert et rouge, c'est que ni oui ni non. Et notre nouvelle affirmation, c'est que renforcer le pouvoir d'agir ne concerne que certains projets. Sous-entendu que dans votre organisation, il y a une personne qui est responsable pouvoir d'agir et elle fait que les projets de pouvoir d'agir et ça ne concerne pas du tout les personnes qui sont sur l'accès à la terre, l'alimentation ou le socio-économique. C'est un rapport très biaisé. Alors, je vois beaucoup de petits papiers rouges. Donc, nous avons un papier vert, une personne qui dit que oui, effectivement, il n'y a que certains projets qui sont concernés par cela. Je ne vois pas de papier bleu. Est-ce que certains d'entre vous voudraient prendre la parole sur une expérience peut-être si vous n'êtes pas d'accord, c'est peut-être que vous avez eu une expérience où vous pensiez qu'il n'y aurait pas de pouvoir d'agir dans ce projet-là et il y en a eu. Ou peut-être que vous êtes dans une organisation qui s'est dit, en fait, on va mettre du pouvoir d'agir à toutes les sauces dans tous nos projets. Ou vous étudiez les questions du pouvoir d'agir et vous avez un exemple particulièrement étonnant que vous ne pensiez pas que cette question de pouvoir d'agir arriverait dans cet exemple-là, où vous évaluez et vous êtes rendu compte que vraiment cette évaluation-là, vous n'en êtes pas remis. Si le micro marche. Juste avant que vous parliez, est-ce que vous pouvez pas nous donner une biographie complète, mais prénom, nom, organisation, s'il vous plaît? Ada. Bonjour, moi c'est Ada Bassan des Quartiers du Monde. Et justement, à Quartier du Monde, un des fondements de
de l'organisation et de sa façon d'agir était l'empowerment des personnes avec qui on travaille, qu'elles soient jeunes femmes, jeunes hommes, femmes adultes, etc., etc. Pour nous, s'il n'y a pas d'empowerment, il y a difficilement un changement social. Transformatif, comme on veut l'appeler. C'est quelque chose, c'est une condition. Est-ce que vous voulez réagir à ce partage d'expérience Non. Tout le monde est d'accord. On est d'accord. Non, peut-être juste pour réagir au mot transformation sociale. Où effectivement, je pense qu'il y a une connotation peut-être plus politique. Auparavant, on parlait de développement, où on est plus sur une notion presque matérielle, une vision matérielle de l'amélioration des conditions de vie. On se rend compte que c'était pas suffisant, qu'il faut travailler sur le tissu social, et que ça a une dimension politique. Donc peut-être aussi que le fait de dire il n'y a pas de projet, en fait il y a du pouvoir d'agir partout. Peut-être qu'il y a justement beaucoup de projets où on ne travaille pas sur le pouvoir d'agir, et ça peut constituer une difficulté, un problème où il peut même y avoir des effets négatifs. Oui. Peut-être que Sarahi, vous pouvez revenir sur comment... donc vous avez parlé rapidement du fait que votre projet initial à Batik était sur de l'entrepreneuriat féminin, et qu'après vous êtes allé beaucoup plus sur du collectif. Et donc vous nous avez dit que c'était notamment en partageant avec des partenaires, en réfléchissant autour de cette notion de pouvoir d'agir. Mais qu'est-ce que... par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que la notion politique était déjà... Est-ce que vous aviez la notion politique, ce qu'on a entendu, c'est que ça revenait d'une surprise, d'une évaluation par rapport aux violences. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez dit, en fait, on passe à une vision beaucoup plus politique, ou est-ce qu'au contraire, c'est en chemin faisant que la transition a eu lieu ? Oui, non, la dimension politique, elle n'était pas là. Et je pense qu'elle n'était pas là parce que nous-mêmes, nous n'avions pas pris conscience, en fait. Les chemins faisants a été, je dirais que tout ce questionnement qu'il y a en interne au sein de l'organisation était presque un processus d'empowerment à l'association elle-même et aux partenaires avec lesquels nous travaillons, en fait. Parce que si je reviens un tout petit peu dans la manière dont ça s'est mis en place, donc je vous ai raconté qu'on s'est formé, n'est-ce pas, à la perspective du genre. D'abord les équipes opérationnelles pour pouvoir ensuite mettre en place un processus que je parlerai de formation, réflexion en fait, qu'on mène depuis cette première évaluation dans les années 2009-2010 quoi en fait, jusqu'à maintenant. On est peut-être aussi vous dire, on est une petite organisation et on est confronté à des moyens qui sont limités, mais on arrive toujours à intégrer un volet en fait de renforcement mutuel au sein du projet qui nous permet en fait avec les partenaires, et ça passe par les comités de pilotage, par des formations, des séminaires d'échange qui nous permettent justement de pouvoir vraiment interroger, travailler autour de notre ambition collective, en tout cas du changement que nous voulons mettre en place dans les cadres du projet, de manière plus ou moins facile. Je pense là à la dernière année Covid où ça a été compliqué quand même de ne pas se voir et des choses rester avec des échanges numériques. Alors donc très rapidement pour revenir sur comment le processus s'est mis en place, on a réfléchi donc du coup à cette démarche un peu de formation, réflexion qui s'est décomposée dans différents temps, des temps de formation collectifs bien évidemment qui réunissaient aussi bien des salariés, des bénévoles, des membres de la gouvernance, des associations partenaires, des organisations locales avec lesquelles nous travaillons, et puis avec l'aide des consultants, on a fait appel à des consultants qui maîtrisaient vraiment les sujets pour pouvoir nous accompagner dans cette réflexion. Et puis ensuite, on a fait un processus qui était très structurant pour nous, c'est une capitalisation. Une capitalisation de nos pratiques qui nous a permis de mieux nous connaître, de mieux savoir comment chaque partenaire travaillait en fait autour d'une dynamique commune, l'entrepreneuriat féminin, comment chacun travaillait, comment chacun accompagnait, comment chacun intégrait, en fait, incluait les femmes dans les projets. Ça a permis aussi de mieux connaître la problématique. Finalement, cette capitalisation était presque de la sensibilisation, formation pour nous, quoi, de mieux connaître la problématique et surtout travailler avec les femmes, quoi. En fait, donner la parole à ces femmes et aux parties prenantes, en fait, parce qu'on était dans notre sphère des praticiens et puis on voyait les femmes qui participaient au projet. Certes, on travaillait pour elles, mais on ne se croisait pas et puis c'était l'occasion aussi de pouvoir se croiser. Et là, j'ai remercié aussi notre association qui est présente ici, Frères des Sommes, parce qu'ils nous ont énormément accompagnés dans ce travail. Donc, juste pour vous dire qu'on n'était jamais seuls, quoi. On s'est toujours fait en sorte, comme on a des moyens limités, en tout cas, de s'entourer des associations qui étaient
inspirantes pour nous pour pouvoir faire ce travail. Et puis après, des séminaires d'échange, une fois qu'on se connaissait, qu'on maîtrisait un peu qui nous étions, des échanges d'expériences, on pouvait confronter en fait nos idées, mais en partant de l'expérience vécue. Ce qui permettait donc du coup de pouvoir questionner l'autre, de l'interroger sans tomber dans les jugements, quoi, ou dans les donneurs de leçons. Et ça, c'est hyper important pour nous, organisations françaises, où on peut être vu, surtout quand on parle de questions d'égalité femmes-hommes, on peut être vu comme « Ah, elles arrivent, les Françaises, à nous dire comment faire ». Donc voilà, c'est hyper important d'avoir ces espaces. Et puis aussi, c'est ce qui est bien de marché, c'est qu'on a utilisé beaucoup, on a parlé dans la table ronde qui a précédé, et puis hier aussi, beaucoup des outils éducation populaire qui sont hyper participatifs, qui permettent de libérer la parole, qui aussi permettent de partir du savoir situé en fait de l'expérience, et qui donc du coup légitime quelque part la parole de la personne qui va parler, et qui crée aussi une bienveillance et évite les jugements. Merci. Et il me semble que le savoir situé, c'est quelque chose que vous abordez dans votre article, Tamara Moss, et notamment les différences entre la France et les États-Unis sur cette question de savoir situé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur quelles sont ces différences et qu'est-ce que ça implique surtout pour les projets? Yes, thank you so much. And on the last statement around, is empowerment necessary? I think, yes, it's required. And going back to my statement about not for community without community, to Sarahi's point. We can't speak on behalf of people without their voices as part of that process and action. In terms of the importance of situated knowledge and the difference between the US and France, I want to ask that you bear with me around my broad statements. I come with my US context, but have little experience in terms of France, what I've learned. But I think that is relevant to our discussion. So what I understand as situated knowledge refers to the importance of context and reality. For the purpose of our discussion, the context, including, again, the social, the political, the cultural, gender dynamics, and these intersectional identities that make up the communities that we serve. France and the US present a good example of connecting issues and barriers to inclusion being both structural and systems-based, as well as historical, and again, the importance of context or that situated knowledge. In the US, racism is accepted as a systematic or systemic problem that leads to the consequences that discrimination on the basis of race and ethnicity can be systematically studied. An alternative version to reality about race and ethnicity exists in France and presents a challenge, perhaps a controversial one, where France's reality is based on universal ideals of equality and citizenship, and hence has passed legislation and established policies that prevent the collection of data on the basis of race and ethnicity. On the other hand, and more similar to the US, anti-racist activists in France hold that colorblind racism does not prevent bias and discrimination based on race, ethnicity, and skin. The evidence that highlights situated knowledge or context are France's visible minorities who are segregated in public housing complexes or banlieues, where poverty, substandard schools, low educational attainment, crime, and unemployment are pervasive. The young residents of these same communities are stereotyped as gang members, criminals, and potential terrorists. The French anti-racist activist Rokhaya Diallo states, "We are fed the story of a country that is blind to color and impermeable to racism, but this is merely a mystification." She said and continues that, "This denial prevents the country from addressing the problem in the first place. France won't give itself the means to measure and address racial discriminations, and in doing so, it excludes the possibility of enacting broad policies that can take the structural problem of racism.
While a controversial topic in France, it illustrates the different versions of reality that come through in the US versus France, and the different social positionalities with different consequences, and also presents the problematic implication of the negative impact on the lives of the poor and the marginalized. The United States, we continue to have our own reckoning with race relations while being observed by the world. So it's ongoing. I don't think it's a one-off process, but it's something we must continue to work on and build from. Et cet exemple nous montre que prétendre que ça n'existe pas ne fonctionne pas particulièrement. Je parle notamment du cas de la France, mais bien sûr, chaque pays a une histoire différente et les nuances sont infinies sur ces sujets. Arnaud, donc on a parlé de l'importance de la connaissance située, de l'importance de se former en tant qu'acteur et actrice de changement dans le lien avec les populations et la façon de leur laisser exprimer leur connaissance, de ne pas parler à leur place. Comme on l'a répété, on ne parle pas à la place des communautés avec lesquelles on travaille. La place de l'évaluateur est un peu particulière là-dessus. Et notamment, qu'est-ce qui, selon vous, doit changer dans l'évaluation pour que l'inclusion et la question du pouvoir d'agir soient beaucoup plus présents et beaucoup plus transformateurs? Alors c'est vrai qu'elle est particulière, cette place, parce qu'on porte un jugement évaluatif. Hein. Donc on juge un projet, c'est dynamique. Bon, on n'a pas de code civil ou de texte législatif pour le faire. Donc, et puis, on est aussi, entre guillemets, dans une position. On peut vite tomber dans une position de sachant. Je pense que Tamara, dans le monde universitaire, a dû le rencontrer pas mal, cela aussi. Donc, ça pose la question, en fait, c'est de cette question du jugement, de juger par rapport à partir de quoi, en fait, et puis aussi pour qui. Donc peut-être déjà, par exemple, le concept de redevabilité. On parle beaucoup de redevabilité. Redevabilité vis-à-vis de qui ? De celui qui met l'argent ou des personnes qui participent. Puisque finalement, il y a beaucoup aussi de fonds de la coopération, mais et là, c'est un enseignement qu'on peut avoir, par exemple, aussi au contact des peuples indigènes. C'est le côté aussi, le côté échange, en fait. On ne fait pas que donner, c'est aussi, on reçoit une expérience particulière. Et donc, il faut aussi que la redevabilité, elle est d'abord vis-à-vis des personnes qui s'engagent dans ces processus de changement. Donc c'est d'abord par rapport à elles que les projets et les personnes qui les mettent en œuvre sont redevables. Et à partir de là, quand on juge, disons, pour ces personnes, et à partir de quoi, ça ne va pas être à partir de mon expérience personnelle qui va être très, très différente. Et je dirais même que par rapport à ce que j'ai appris, alors peut-être d'un point de vue méthodologique pour amener les choses, mais pas juger depuis mes propres connaissances. Et au contraire, il faut pouvoir se laisser surprendre. Et donc, il faut partir des connaissances. C'est important aussi de partir des connaissances situées. Donc, les connaissances que ont, de par leur expérience, leur positionnement, les participantes et les participants à une dynamique de transformation. Puisque de toute façon, ce changement ne sera positif qu'à partir du moment où elle et il le considèrent effectivement que ce qui est mis en œuvre est pertinent et leur apporte un effet positif. Donc ça doit partir de là pour construire des solutions importantes. Mais derrière, dans une évaluation, ça signifie bien comment, peut-être dans les instruments de collecte, et je dirais même qu'en fait, au-delà des instruments de collecte, c'est vraiment une sensibilité, en fait. Comment on fait pour être sensible justement à ces paroles. Donc, puisque les instruments de collecte, on s'adapte souvent beaucoup aussi à la réalité, aux dynamiques, etc. Mais c'est aussi vraiment la sensibilité. Être sensible au fait de relancer des personnes qui n'ont pas parlé dans le groupe, et vous savez pertinemment qu'il s'agit probablement des plus marginalisés. C'est faire attention à est-ce qu'on s'est bien posé la question des effets de genre. Est-ce qu'on s'est posé la question des effets de génération. Est-ce qu'on s'est posé la question du racisme structurel, qui sont des sujets qui sortent parfois difficilement
difficilement dans les échanges, parce que ça vient avec une charge émotionnelle très très forte, évidemment, vu les oppressions qui sont vécues. Donc c'est vraiment une question de sensibilité que moi-même j'avais pas en fait, hein, il y a plus de 5 ans, etc. Ou alors je pouvais l'avoir, mais sans oser nécessairement investir là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment faire attention à ça, et puis toujours se mettre dans une position. Donc, moi, j'ai un parcours un peu économique, et donc à un moment donné, voilà, rappeler que peut-être que beaucoup d'êtres humains sont rationnels, et que si quelqu'un fait un choix, quel qu'il soit, c'est qu'il cherche à maximiser son utilité, c'est-à-dire à en tirer peut-être le maximum de satisfaction, du moins à court terme, en fonction des ressources qu'il ou elle a. Donc tout choix, il ne faut pas porter de jugement, de valeur nécessairement sur ces choix, parce qu'il s'agit très certainement de la meilleure option dans un contexte donné, avec des ressources données, qu'une personne ou une organisation a fait. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi cette décision était peut-être la meilleure dans le cadre, au moment, et par la personne qui l'a faite, pour pouvoir agir sur ce cadre et changer. Pas rejeter ce comportement, mais essayer de comprendre pourquoi ça semble être le meilleur choix. Et à partir de là, on peut commencer à dialoguer, et puis à gagner en pertinence derrière dans l'analyse et les recommandations qu'on peut faire derrière. Merci. C'est vrai que c'est de la remise en question pour un certain nombre d'entre nous qui n'avons pas forcément appris ces pratiques et qui avons été dans cette position de sachant, comme on le présente. Souvent, on a l'impression quand on parle d'inclusion, c'est des beaux discours. Et je vais donc vous demander de réagir une dernière fois à cette affirmation qui est sur la mise en pratique, qui est que, en fait, est-ce que renforcer le pouvoir, enfin, inclure les personnes, ça ne complique pas la gouvernance des projets? Là, du point de vue de la part des acteurs, bien sûr, mais on peut avoir exactement la même discussion sur l'évaluation. Est-ce qu'une évaluation qui inclut les personnes concernées ne prend pas plus de temps? Est-ce qu'une recherche universitaire qui fait attention à la connaissance située ne complique pas et ne demande pas plus de ressources et plus de temps? Encore une fois, si vous êtes d'accord, c'est vert. Si vous êtes en désaccord, c'est rouge. Et si vous voulez prendre la parole, c'est bleu. Je vois une majorité d'accord, avec quand même quelques personnes qui disent que non, ça prend pas plus de temps, c'est pas... Est-ce que certains d'entre vous auraient envie de justifier leur réponse, enfin pas forcément justifier, mais d'exprimer pourquoi est-ce qu'elles font ce choix? Pourquoi est-ce qu'elles pensent que ça prend plus de temps ou que ça prend plus de ressources, ou au contraire, elles pensent que pas du tout et que c'était une idée fausse? Bonjour, Nadège, je suis consultante handicap genre avec un gros focus sur l'intersectionnalité. En fait, ça dépend de quel temps on parle, j'ai envie de dire. Le temps court, oui, ça prend plus de temps pour faire des groupes de discussion, on met en place l'accessibilité pour les personnes handicapées, on fait attention que le temps de parole soit bien réparti entre les hommes et les femmes. Mais après, j'ai envie de dire que en termes de temps long, du coup, laisser ce temps de parole aux différents groupes qui sont socialement désavantagés permet aussi, nous, de comprendre ce qui se passe. Et du coup, on gagne en termes de compréhension et on peut proposer des solutions qui sont co-construites et qui, du coup, sont plus pertinentes. Et donc, au final, les projets sont plus pertinents et vont plus vite, quelque part. Donc, j'ai envie de dire que ça, voilà, pour revenir à cette idée, oui, ça prend plus de temps sur l'évaluation, ça prend plus de temps sur la convergence du projet, mais en termes de temps long et de résultats et d'impact, on va plus vite. Voilà. Elisabeth Hoffman, donc consultante et enseignante-chercheur. Je veux juste compléter dans le même sens que du coup, des processus participatifs ou de gouvernance qui sont inclusives deviennent en soi aussi des manières d'augmenter le pouvoir d'agir des personnes concernées. C'est dans ce sens-là que ce n'est pas juste, entre guillemets, dans les évaluations, par exemple, pour collecter des informations,
mais c'est en soi quelque chose, à mon sens, qui va dans le sens des valeurs que le projet essaye de défendre et des objectifs que le projet veut mettre en œuvre. Dans ce sens-là, en effet, ma réaction a été de dire oui, mais c'est du temps très bien investi pour raisonner avec les arguments économicistes d'Arnaud. Merci. Merci pour ces retours. Est-ce que les personnes qui considéraient que cette affirmation était fausse et que ça ne prenait pas plus de temps avaient cette même analyse de dire oui, sur le temps court, ça prend un peu plus de temps, mais sur le temps long, on gagne, donc l'un dans l'autre, c'est le cas? Ou est-ce que c'était pour d'autres raisons que vous n'étiez pas d'accord? En fait, le terme compliqué, ça complique? Non, ça complexifie. Mais ça complexifie parce que la vie est complexe. Et si on n'est pas capable d'évaluer de façon complexe comme la vie est complexe, on ne peut pas évaluer avec une analyse fine. Et du coup, pas non plus de changement social, pas de posture inclusive, réelle. Et le savoir situer, c'est enrichissant, ça apporte, c'est important. C'est important pour chacune et chacun de comprendre les facteurs d'oppression, parce que c'est contre ça qu'on va travailler. On se renforce pour quoi faire, on inclut pour quoi faire, si ce n'est pas pour transformer, justement. Merci pour cette précision et pour Est-ce que l'un d'entre vous veut revenir peut-être sur votre expérience sur à la fois la question du temps court, temps long, et aussi est-ce qu'on complexifie la gouvernance des projets, mais pour le meilleur, parce que effectivement, comme on nous l'a rappelé, la vie est complexe. Thank you for the comments shared. For me, I immediately think of sustainability. And so to the point of if we don't power and if we don't include, how do we expect to transform? And then to think about the sustainability of the work that we do. So the more meaningful and the more intentional we are in engaging community voice and perspective at all levels, and yes, taking more time, I believe that the change can be more sustainable. It will not disappear when we leave, and that communities will benefit and also buy in and strengthen with their own capacities. And that's from my practitioner experience. I know I've been representing the academic perspective, but that is informed by my practice as an evaluator and also as an educator for future practitioners, especially in social work. Oui, je voulais réagir aussi parce que je souscris complètement et je souscris surtout à ce qui a été dit par Elisabeth Hoffmann. C'est vraiment un espace de renforcement du pouvoir d'agir, en fait. Tous ces espaces où pour intégrer les personnes. Et je voulais surtout réagir pour dire à condition qu'on ait préparé aussi ces espaces et que la personne ait choisi d'intégrer ces espaces. Parce qu'il peut arriver aussi parce qu'on veut... justement être inclusif, on va les intégrer. On a eu une expérience comme ça dans un projet ici en France où on a voulu intégrer un usager qui participait beaucoup, un usager, une personne âgée qui participait beaucoup dans les services qu'on proposait, et on a voulu l'intégrer donc du coup à notre comité de pilotage. Mais on n'a pas du tout préparé son arrivée, quoi. La personne, elle était sollicitée. Bon, elle voyait qu'il y avait une sollicitation, elle l'acceptait. Et puis finalement, en fait, il n'a pas du tout participé dans cet espace. Et à posteriori, on s'est dit, mince, quoi, en fait, est-ce qu'on a fait attention au jargon qu'on utilisait? Est-ce qu'on a fait attention à présenter l'agenda avant? Est-ce qu'on a fait attention à ce qui l'intéressait, en fait, en participant à cet espace? Donc voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment très important au niveau du processus des prises de pouvoir d'agir qu'ils peuvent avoir ces personnes, de la richesse qu'ils peuvent apporter. Moi, je pense aussi que ça complexifie, mais après, c'est une question du choix, quoi, en fait, par rapport à tout ce que ça peut nous apporter. Moi, je souscris complètement, mais attention, quoi, aussi, à laisser aussi de la personne adhérer, s'approprier cet espace, quoi, et pas, pour le dire autrement, l'instrumentaliser, quoi.
peut-être sur la complexification par rapport à l'évaluation ou aux études, je dirais que c'est plus que si ça complexifie ou pas, c'est que c'est en fait un principe de base et qu'après on peut voir quel type d'études, d'accompagnement ou de méthodes internes d'évaluation, c'est aussi tout à fait valable d'avoir des processus internes, permet d'analyser le projet, de faire un retour d'expérience à partir de ces connaissances situées et premièrement de l'expérience des participants. Et je dirais qu'heureusement, on voit que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est quand même très intégré dans, en tout cas, le monde de la solidarité internationale en France. Mais avec ceci, voilà, peut-être un bémol, c'est que là, on parle d'évaluation qui porte sur des projets d'ONG. Les ONG, c'est environ, aujourd'hui, entre 3,5 et 4% grand maximum de l'aide publique au développement française. Donc, il y a aussi tout le reste. Et là aussi, des grands projets d'infrastructures, etc., qui peuvent être soutenus au titre de l'aide publique au développement française ou d'autres aides publiques au développement. Et là, pour lesquels moi, j'ai pu observer que cette question de l'intégration des expériences, des connaissances situées après les projets, mais c'est surtout important avant, est rarement prise en compte, très rarement prise en compte. Voilà, alors que dans certains pays existent des mécanismes même de consultation préalable en vertu d'instruments internationaux. Donc voilà, pour dire oui, c'est un principe et ça qui s'élargit, mais qui reste dans notre microcosme d'ONG. Ce serait intéressant que ça puisse irriguer peut-être davantage aussi les autres domaines. Merci. Est-ce qu'il y aurait des personnes dans la salle qui voudraient répondre aux différentes interventions qu'on a eues, notamment sur c'est bien beau d'impliquer les personnes, mais est-ce qu'elles ont envie d'être impliquées et comment est-ce qu'on s'assure qu'elles sont impliquées de la meilleure façon possible? Je crois qu'il y a une demande de prise de parole, si on veut bien lui apporter un micro. Merci. Bonjour, je suis Laurence Tessier, je suis au GRS. Moi, je vais vous faire part d'une expérience que j'ai eue donc, avant de venir au GRS, où j'ai travaillé beaucoup sur des questions d'accès à l'eau et l'assainissement, et notamment, on a travaillé sur des projets spécifiques genre, pour le pouvoir d'agir et donner une place plus importante des femmes sur les questions de la gestion de l'eau. Et en fait, les femmes ne le voulaient pas. Voilà. Donc, on a travaillé là-dessus et à la fin de l'expérience, elles nous ont dit clairement que ce n'était pas le rôle qu'elles avaient envie de jouer. Et derrière ça, il y avait plein, bien évidemment, c'est en Afrique, plein de barrières sociales. Et aujourd'hui, moi j'ai regardé une étude qui a été menée, encore une fois en Afrique, sur des femmes qui pourraient vouloir développer des activités économiques, etc., et où il y a des freins, et bien évidemment, ces freins, c'est encore des fois des freins, des barrières sociales. Et donc, quand on les interroge pour savoir si elles ont envie de bouger ces lignes-là, elles ne le souhaitent pas. Donc, moi, clairement, je me dis, mais quelle est notre légitimité, nous, voilà, pour venir faire bouger ces lignes quand les femmes ne le souhaitent pas? Et donc, là-dessus, moi, j'aimerais partager ces réflexions-là parce qu'on est sur du transformatif. Alors, du transformatif, oui, à partir du moment où il y a quand même un mouvement. Et puis, je pense que c'est pas toutes les ONG, c'est pas leur cœur de métier. Donc, tout le monde ne peut pas tout faire. Et il y en a certaines qui peuvent effectivement accompagner ce mouvement transformatif ou quoi que ce soit. Mais je voulais partager ça parce qu'il y a des envies, il y a du militantisme, etc. Mais à un moment donné, quand on se heurte à ça, et moi, ça avait été, je me le suis pris au Burkina Faso notamment, où à la fin, les femmes vous disent non, il faut quand même s'interroger sur notre place. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Pardon. Je pense que on a parlé de cette question de remise en cause. Et qu'est-ce qu'on impose à l'autre, comment est-ce qu'on reconnaît sa connaissance située et comment est-ce qu'on accepte de l'écouter, qui est quand même la première étape. Il y avait une demande de prise de parole juste en face de moi. Oui, bonjour, Marina Dubois, je suis de la même association du GRS et j'ai suivi de près cette étude, donc pas sur l'eau, mais celle
sur l'appui à l'entrepreneuriat des femmes dans 4 pays du monde, dont en Afrique. Et donc, je voulais juste préciser ce qui s'était passé dans ces groupes de discussion donc, avec les femmes qui se sont déroulés avec les équipes terrain. En fait, la question a été posée de savoir est-ce que vous voulez changer ces choses-là? Est-ce que comment vous voulez les changer? Et la réponse était en fait, elle souhaitait les changer, et en fait, le biais de compréhension vient du fait que dans la restitution, la consultante a été un petit peu trop brève dans la façon de dire, mais en gros, ce qu'elles disent, c'est que oui, elles veulent le changer, mais elles ne savent pas comment le faire. Et pourquoi? Parce que, comme l'a très bien expliqué Sarah, parce qu'en fait, elles ne voient pas comment le faire. Pourquoi elles ne voient pas comment le faire? Puisqu'elles sont dans un microcosme, un environnement où elles ont eu peu de leviers, d'informations qui leur permettent de donner ces pouvoirs d'agir, ce dont on parle tout à l'heure. Donc en fait, je suis complètement d'accord avec le fait moi je crois pas que ça complexifie. Je crois au contraire que ça gagne en qualité. Donc finalement, on s'évite de rencontrer des problèmes puisqu'on consulte bien les personnes au départ. Mais effectivement, attention à bien l'anticiper, leur donner les moyens de participer à ces instances de gouvernance pour qu'elles ne se retrouvent pas dans des situations inconfortables. Voilà. Enfin, et il y a un certain nombre de critères à bien analyser le contexte, les différents enjeux et tout ça. Mais en tout cas, je confirme, je relis et je vous invite à lire les études. Elles ont bien souhaité un changement. Alors, on a 2 demandes de prise de parole. Le monsieur en face de moi et après, au fond à droite. Merci. Yves Altazin, directeur de Frères des Hommes et aussi président du F3E. Juste pour partager une réflexion avec vous, parce que on parle de l'inclusion. Et selon moi, il y a un élément de problématique qui est important, c'est le fait que nous devons, nous aussi, nous faire inclure. Et je dis ça parce qu'on est dans une perspective de changement. Je suis un homme de 57 ans aujourd'hui, et ça fait des années que je travaille, et je sais bien que je suis totalement incapable de provoquer le moindre changement seul. Et donc le changement social ou la transformation sociale ou la transition des sociétés dans lesquelles nous sommes engagés, elle ne peut pas se faire juste parce qu'on est convaincu qu'elle doit se faire et parce qu'on en a l'envie ou la conviction, mais aussi parce qu'on doit pouvoir s'associer, s'allier, faire sens, donc se faire inclure aussi. Donc la notion de l'inclusivité dans nos propres projets, c'est aussi nous-mêmes qui devons nous faire inclure dans les dynamiques territoriales, dans les dynamiques de changement auxquelles on souhaite participer. Donc il y a aussi une double lecture de cela. Voilà, je voulais juste partager ce point de vue. Merci. Et on avait une autre demande de prise de parole. Oui, bonjour, Sarah Manta. Je travaille pour les services de l'État et je suis aujourd'hui là en tant que représentante d'une ONG. Mais pour aller dans le sens de ce qui a été dit, tout en tenant compte de la nuance que Marina Dugérès a apportée, malheureusement, il y a beaucoup d'expériences qu'on a essayé de mener de manière participative et inclusive en matière de droits des femmes. J'ai un exemple en tête qui portait sur une enquête à faire au niveau de la gestion urbaine des services de proximité, ça s'appelle la GUSP, donc des services urbains qu'il y a dans toutes les agglos, pour voir si certains quartiers étaient trop peu mixtes, ce qu'on pouvait faire au niveau toutes les démarches aussi, des démarches exploratoires. Et finalement, nous ne sommes pas parvenus, avec cet exemple-là, à relever ce besoin de la part des femmes. Donc on n'a pas pu dépasser la phase du questionnaire qui s'adressait aux hommes et aux femmes,
Parce que, est-ce que certains cafés non mixtes, alors en prenant beaucoup de pincettes en plus avec la description de la situation évidemment, est-ce que ça vous dérange? Non. Voulez-vous plus de navettes pour aller en ville? Non. Est-ce que je sais pas moi, les équipements sportifs, parce que c'est la mode en ville de mettre des équipements de, comment ça s'appelle, de street workout, sont adaptés, alors que nous on a des études féministes qui nous disent si ce sont des équipements de street workout elliptiques, ça va plutôt être des femmes qui vont les utiliser. Si ce sont plutôt des agrès, c'est évidemment plus des hommes qui vont les utiliser. Des femmes ne vont pas se mettre à se balancer comme ça devant tout le monde si elles ne sont pas accompagnées par des animateurs, animatrices sociaux, sportifs, éducatifs. Non, mais en fait, elles n'exprimaient pas ce besoin. Et en fait, on venait plutôt les embêter en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez changer dans ce quartier ?» Le quartier nous reflète nos représentations. Donc, je pense qu'il y a encore une méthodologie que nous, on doit s'approprier pour arriver à aller dans le sens d'une vraie inclusion. Je n'ai pas compris le geste. Je te demandais si tu redonnais la parole aux participants. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole de la salle. Sinon, c'est vrai que est-ce que... Après, on va avoir un dernier moment de questions-réponses. Donc peut-être, est-ce que là, on a eu beaucoup de retours d'expérience nuancés. Soyons honnêtes, c'est normal. Tous les projets sont jamais parfaits et on voudrait faire de la participation et ça fonctionne pas comme on voudrait et on aimerait que les personnes expriment un besoin et en fait, ils n'expriment pas ce besoin. Est-ce que vous, dans votre pratique, on sait qu'il n'y a pas de bonne pratique, il n'y a pas de recette miracle, mais est-ce que vous auriez des pistes de réflexion par rapport à ces projets où ça ne fonctionne pas? Je vais commencer, même si ce n'est pas des pistes, des solutions, surtout pas de réflexion. Peut-être réagir aux 12 dernières en fait, prises de parole, celles sur les se faire inclure aussi. C'est là où nous, on s'est retrouvés avec cette approche de l'empowerment, encore, je vais le vendre, où en fait, dans les dimensions, il y a aussi une dimension qui est collective, en fait, et que justement, on se dit, si on veut changer, entre guillemets, les systèmes, parce que quand on parle de ces stéréotypes de genre, quand on parle des discriminations, on est face à un système d'organisation sociale, quoi. Et donc, dans cette dimension, c'est de se dire, si on veut changer ça, oui, tout seul, on est un peu démonique, quoi. Et c'est cette idée d'ensemble, on est plus fort. Et comment est-ce qu'on peut trouver des alliés ou des personnes qui partagent la même indignation, envie d'agir que nous, pour pouvoir, donc, du coup, essayer d'échanger les choses, quoi. Et donc, nous, si j'irais bien à mon expérience d'entrepreneuriat, c'était l'entrepreneuriat collectif, en fait, qui tout simplement permettait aux femmes de mieux s'organiser, de mieux négocier, en termes pour revenir aux logiques économiques. Et puis après, donc, du coup, moi, je voulais dire parmi mes choses, en fait, ce que je voulais partager, c'est vraiment de se donner le temps, quoi. Donc, tout à l'heure, on se disait, oh, ça peut complexifier, mais je trouve que c'est hyper important aussi de réfléchir dans la durée, parce que justement, dans les processus d'empowerment, il y a cette côté de la prise de conscience, en fait. Et parfois, cette prise de conscience aussi, elle passe par... peut-être que les femmes, elles n'expriment pas un besoin parce que, tout simplement, elles ne sont jamais expérimentées, en fait, ces genres de choses, ou elles ne sont pas connues, entre guillemets, ou notre réalité. Et ça passe aussi par cette... capacité que nous pouvons avoir en tant que facilitateurs aussi et de pouvoir leur montrer d'autres choses, quoi. Et j'aimerais bien reprendre les paroles de mes collègues égyptiennes avec qui j'étais la semaine dernière, qui me disait après, attention à aussi se repositionner par rapport à nos rôles de facilitatrices. Nous, on est là juste pour montrer en fait cette schéma des possibles qu'il peut y avoir, mais attention à laisser les choix à la personne, quoi. Notre travail, il est là pour la renforcer dans ce pouvoir d'agir, pour qu'elle sache que les choix lui reviennent. Et puis moi, après, je peux me permettre, j'ai de la liberté aussi de pouvoir lui montrer un schéma des possibles, mais à elle de choisir, quoi, à la personne de choisir. Ouais. Et pour reprendre le titre de ces rencontres, c'est « On sème des graines » et ça peut prendre beaucoup de temps. Peut-être que la consultation n'a pas du tout donné les résultats qu'on attendait, mais peut-être qu'on a semé une graine et que dans 5 ans, dans 10 ans, la question reviendra et il y aura eu un impact beaucoup plus sur le long terme. Tamara, est-ce que vous voulez réagir? Oh, there's so much to say.
thank you, everyone, for your engagement and just the sharing and learning that I've had over these past 2 days. There are 3 seeds that I'd like to leave for us as we think about germination and those seeds turning into plants of transformation. The first is related to transformative evaluation. The second is related to what's called culturally responsive and equitable evaluation. And then the third is related to reflective practice. The first one on transformative evaluation, there are 6 principles developed by, again, Dr. Donna M. Mertens, my mentor and lead author. And there are 6 principles that include the importance of being culturally respectful, the promotion of social justice, the furtherance of human rights, addressing inequities, reciprocity, and the recognition of community strengths and resilience. Not just focusing on needs and deficiencies, and I want to emphasize community strengths and resilience. So as we approach and work with and on behalf of communities, we don't go in with a deficit on look or approach. We're actually identifying strengths that exist, capacities that are important and essential for the work that we intend to do. The second seed is related to what's called culturally responsive and equitable evaluation. And the community of evaluators that I'm a part of, LEAD, it's Leaders in Equitable Evaluation and Diversity, where our emphasis is on culturally responsive and equitable evaluation. The roots of culturally responsive evaluation can be traced back to African Americans in the 1930s, the 1940s, and 1950s. Hood, Hobson, and Kirkhardt continue this journey on the focus areas of culture. How do we attach value to the work that we do? The socio-political and contextual dynamics, and the issues related to race and ethnicity. So as we think about being culturally responsive and equitable, I'm reminded by Sarah He, who raised the importance of being facilitators. And so as the evaluator, we don't go in as experts. People are their own experts of their lives. We go in to tap into their capacities and their strengths based on a shared priority in order to make the transformative change that we hope for. The third seed that I would like to leave for us to consider in our practice, our education, our training, our research, is related to what's called in social work as reflective practice. This is where we really search and think deeply about our positionality, our own intersectional identities, and certainly the question raised around how are we a part of the community, of the change that we want to make is essential. So as we work towards transformation, inclusion, empowerment, addressing gender, that we also simultaneously, yes, we can multitask, think about our own identities as part of that process. What biases are we bringing? What pre-notions? What understandings? And it was in that reflective pause and practice that I think we're able to begin to make the sustainable change that we hope for. Thank you. Merci beaucoup pour toutes ces pistes de réflexion et l'importance de rappeler que nous évoluons aussi et que ce qu'on observe chez les autres, c'est très important de prendre le temps de l'observer chez soi. Sarahi, est-ce que vous voulez compléter peut-être par d'autres conseils? En fait, je prends conscience en étant là que je me dis « Ah, mais on est vraiment complémentaires » parce qu'il y a plein de choses que moi j'aurais bien aimé dire et que pour question de temps on ne pouvait pas, mais Tamara l'a déjà dit. Peut-être juste conclure en disant vraiment ce que nous, on a retenu de tout ce travail, et c'est de se dire pas d'empowerment sans une analyse de vraiment tous les rapports d'oppression qu'il peut y avoir. Et bien sûr, quelqu'un disait
on ne peut pas tout faire en fait. Et il ne s'agit pas que du jour au lendemain on commence à tout faire, mais c'est plutôt aussi de se questionner vers qui on peut se tourner pour créer des alliances, pour faire la prospection des personnes. En tout cas, essayer vraiment de prendre des pensions la globalité. Et là, les outils du genre intersectionnel sont super en fait pour vraiment penser à cette globalité. On a déjà parlé des données, les paroles de valeurs situées, donc peut-être la dernière chose qui a apparu beaucoup dans mes témoignages, c'est vraiment de ne pas rester isolé aussi quand on est dans ce type de questionnement, en fait, quand on a rencontré une difficulté. Comme vous avez pu le voir, nous, on s'est tourné beaucoup vers des associations inspirantes pour nous, mais aussi vers des évaluateurs, évaluatrices qui nous apportent tous ces regards. Et puis, oui, et super promo pour les petits bouquins. Et vous allez voir qu'en fait, moi, j'ai découvert, en faisant tout ce travail, aussi des expériences hyper inspirantes de collaboration avec les milieux de la recherche. Des choses que nous, on ne s'était jamais donné les moyens. Et en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas si compliqué que ça, après avoir écouté certaines collègues qui ont participé dans l'écriture de ces bouquins. Donc, voilà. Et si vous voulez en parler pendant le repas, nous avons des représentants de Louvain Coopération, qui du coup est relié à l'université UC Louvain et qui pourra vous en dire un petit peu plus. Arnaud est Essentiel également. Une ouverture. Oui, alors toujours ce qu'on peut retenir, il y a déjà le temps long, le fait que ça s'inscrit vraiment dans le temps long, ces processus. Comme on disait, c'est pas linéaire. On démarre, on retombe, on se lève, on retombe, on y va à 2, à 3, à 5, puis à 3, puis voilà. Et puis bon, déjà, ça s'inscrit dans le temps long, donc ça demande un accompagnement aussi qui s'inscrit dans le temps long, notamment des partenaires locaux. Aussi le fait de commencer en fait, parce que beaucoup de questions en fait ou de commentaires portaient sur d'accord. Quand la dynamique existe, on voit comment l'appuyer, mais comment on fait pour allumer en fait la première étincelle. Donc oui, c'est important que ce soit des processus endogènes et que ça parte aussi à une échelle en fait très très micro, très très petite. Effectivement, demander à toutes les habitants, toute une communauté dès le départ, ça peut être très compliqué. Donc, quand on voit des processus d'empowerment, ça démarre par des tout petits groupes accompagnés. Et une fois que les personnes au sein de ces groupes commencent vraiment à retrouver un certain pouvoir d'agir, eh bien, il y a une force d'attraction, une agglomération qui se fait, un intérêt des autres. Et là, il y a une dynamique très puissante qui se crée. Mais ça met du temps et ça demande de partir en fait, d'un niveau très, très, très micro. Et puis, ça demande aussi des personnes qui accompagnent. Je pense, la posture. En fait, c'est pas de venir nécessairement avec des objectifs et des préjugés, mais des préjugés des choses qu'on ne perçoit pas nécessairement comme des préjugés, mais qui peuvent l'être. Et du coup, de se laisser surprendre, notamment dès qu'on parle d'intersectionnalité, donc en dépolitisons le terme, c'est le fait aussi de tout simplement croiser et considérer plus de variables qui peuvent constituer des variables d'oppression pour les personnes. On complexifie, on s'éloigne aussi de sa propre connaissance située et on peut se confronter à des choses qu'on connaît beaucoup moins. Mais ça demande aussi de l'accepter et d'apprendre de celles et ceux qui ont peut-être des avis qui nous paraissent au premier abord plus difficiles à comprendre. Et enfin, peut-être pour terminer sur les cadres, les financements, les bailleurs, puisque tous ces projets ont évidemment besoin d'être financés. Et que, souvent, ce qu'on voit, c'est que les cadres de financement ne sont pas du tout adaptés à ces logiques. Alors que, comme le disait Yves hier, c'est vrai que, par exemple, au dispositif Initiative OSC de l'AFD, cette logique de 3 fois 3 ans qui existe, permet effectivement d'accompagner déjà des processus davantage sur la durée. Mais ce n'est pas le cas de tous les bailleurs, loin de là, de toutes les formes de financement. Et en plus, effectivement, ça pose la question aussi, il y a des questions de seuil sur ces projets. Justement, comment on fait pour cette partie d'accompagnement en amont où on allume l'étincelle, on génère une petite dynamique endogène à partir de laquelle on peut construire des projets, des processus qui, oui, peuvent durer 5, 10 ou plus d'années.
Donc ça pose des questions, et moi dans ma pratique, c'est surtout la question des indicateurs qui pose difficulté, puisqu'on voit que en fait, les actrices et les acteurs, il y a cette question un peu de faire du chiffre, entre guillemets, mais évidemment, plus on met et là je l'utilise volontairement le terme, de bénéficiaires dans les activités, et plus on a de chances peut-être d'être financé, parce que derrière on peut dire qu'on a on a produit un effet sur X personnes. Or, comme on voit, il faut justement, pour pouvoir démarrer, il faut que ce processus endogène qui démarre, il faut démarrer petit. Donc c'est à rebours des indicateurs en fait qui sont exigés. Et puis souvent, les indicateurs aussi quantitatifs, mais se concentrent beaucoup sur effectivement le nombre de participants en fait, et font des hypothèses sur les impacts, mais pas sur la qualité de l'impact. Et ça aussi, ça dépend beaucoup. Donc en fait, on a un cadre d'indicateur avec lequel vous êtes obligé de jongler parfois, qui n'est pas adapté. Vous êtes dans le long terme, vous êtes sur des processus très compliqués qui sont pas évidents à mettre en œuvre, et ça fait que du coup, on peut avoir des financements qui vont plus vers des projets, des programmes qui ratissent très très large, vous promettent de générer l'empowerment avec 1 million d'euros de 10 000 jeunes en l'espace d'1 an et demi. Et voilà, et ça ne marche pas, ça ne marche absolument pas. Donc et ça, c'est un vrai souci, et on le voit beaucoup dans tout ce qui va toucher à l'employabilité des jeunes notamment, où on cherche sur des très gros des programmes, parfois avec énormément de moyens, et en plus avec cette double injonction on met énormément de moyens, on veut toucher plein de jeunes dans un temps court, mais les plus marginalisés, parce que c'est le no one left behind. Or, évidemment, les plus marginalisés, on le sait dans notre système français de protection sociale aussi, on parle des personnes les plus éloignées de l'emploi, on sait que ce sont des processus très longs. Et donc, on a cette double injonction qui fait que, oui, si vous avez un programme qui ratisse très large pour des jeunes, en fait, qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce, pourquoi pas, mais sur des projets où justement vous visez les plus marginalisés, non, ça ne peut pas fonctionner. Et donc on se retrouve avec cette double injonction contradictoire parfois sur les indicateurs, et voilà, qui constitue, et donc voilà, en tant qu'évaluateur, parce que pour aussi le montrer, qu'on se retrouve par rapport à ça, et que voilà, il y a aussi besoin de peut-être réfléchir à de meilleurs cadres de pensée là-dessus. Donc pas seulement une modification des acteurs et actrices de changement, des évaluateurs, des universitaires, mais de tout le système qui les entoure. Et les financeurs en font évidemment partie. J'ai vu des personnes qui essaient de prendre des photos. Ce schéma est totalement illisible. Vous pouvez le retrouver dans le livre qui est disponible encore une fois sur la table au fond à gauche. Et vraiment, ça sera beaucoup plus agréable à lire qu'une photo de cet écran extrêmement pixelisé. Donc, ce que vous voyez comme schéma, en fait, c'est le comité éditorial et l'équipe du F3E, en lisant tous ces articles, a eu l'impression qu'il y avait plusieurs grands sujets à aborder. Encore une fois, on n'est pas dans le kit clé en main. Si vous utilisez ces 5 items, forcément, vous aurez le meilleur projet qui fonctionnera très bien. C'est des espaces de réflexion, et c'est une tentative de capitalisation de tout le savoir qui se trouve dans ce livre. Avant de vous présenter ces différents clés, je ne peux plus utiliser le mot conseil, ces différentes clés, j'aimerais me tourner une dernière fois vers vous et vous demander quel est pour vous le sujet qui n'a pas été abordé dans cette conférence. Puisque j'imagine que ça vous arrive souvent de sortir d'une table ronde et de se dire tout ça c'était bien sympa, mais il me manquait une chose, ils auraient vraiment dû le dire. Est-ce que vous avez cette petite frustration qui arrive et que vous voudriez exprimer et partager avec le reste de la salle et les intervenants ? Oui, merci, c'était très intéressant. Alors non, pas de frustration parce que c'était passionnant, mais sans vouloir polémiquer, on peut toujours se questionner sur, dans la pratique, une fois qu'on instaure un cadre inclusif, etc., y a-t-il tout de même une hiérarchie des luttes et des sujets ? C'est un sujet
qui n'était pas forcément abordé là, c'était pas tout à fait l'objet, mais on sait que dans la réalité, ça revient souvent. Et je prendrais pour exemple égalité versus diversité. On sait que c'est un sujet qui déchire pas mal et qui construit aussi. Voilà. Quand on met en place une méthodologie de ce genre, est-ce qu'à l'intérieur des groupes de travail qu'on va constituer pour aller vers l'objectif fixé, on donne la parole ou on recueille les besoins de la même manière selon les groupes, par exemple sur ces deux sujets-là? Merci. Effectivement, on n'a pas du tout abordé ce sujet-là et ce sera le sujet de la table ronde de l'année prochaine. Est-ce que d'autres personnes voulaient... Merci. Bonjour, moi je suis Amael Cognac, consultant en capitalisation. Et un sujet que je me pose sur un projet que je suis en train d'analyser d'empowerment, c'est une fois qu'on a travaillé sur l'empowerment d'une certaine population, comment travailler sur la réception au niveau des autorités et de la société en général pour qu'elles aussi s'adaptent et soient capables de changer leurs pratiques par rapport à cette population et cette communauté qui a elle-même été valorisée et qui a changé de posture. Oui, donc un peu sur le temps plus long, comment c'est bien beau d'avoir eu des cercles de parole, mais est-ce qu'on peut modifier d'autres choses? Juste très rapidement, moi je pense qu'on pourrait se prendre un temps avec Arnaud. À mon avis, il aurait des conseils à donner là-dessus pour dialoguer avec les autorités. Non, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose à laquelle j'ai pensé aussi quand Arnaud parlait des indicateurs. Et c'est cette point d'attention, je ne sais pas comment l'appeler, c'est danger, l'empowerment au pouvoir d'agir et un peu partout en fait, en ce moment dans les sphères. Je suis hyper contente, moi qui défends cette approche depuis un petit certain moment, mais attention à comment la personne l'interprète, parce que je ne suis pas sûre qu'un financeur a la même définition de la prise de pouvoir d'agir que moi, praticienne, je vais avoir, quoi. Et je dis ça parce que de plus en plus, en fait, c'est un mot qui est dans les sphères de la Banque mondiale. Même la Banque mondiale, les FMI parlent de empowerment. Mais il est relié vraiment à la réussite individuelle, en fait, et en réussite individuelle qui va être dans les self-development et la personne qui va, les self-empowerment et la personne qui va réussir, en fait, à sortir de sa situation parce que, par une logique entrepreneuriale, j'en sais rien, mais qui va s'inscrire complètement dans tous ces systèmes, en fait, qui produisent les inégalités, qui produisent les rapports de domination, en fait. Donc, il est fait sans son réelle prise de conscience, en fait, de cette situation, quoi. Et donc, il est fait parfois au détriment des autres aussi, quoi. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment tout un travail de pédagogie aussi quand on dit, et que je ne l'ai pas du tout fait dans cette conférence, de se dire, oui, le pouvoir d'agir que je comprends par la prise de conscience des capacités qu'a un personnel pour pouvoir changer sa situation, quoi. On peut répondre Non, très bien. Oui, effectivement, surtout quand on atteint le niveau un peu empowerment politique, évidemment, on se retrouve du coup avec des personnes qui sont en capacité d'aller faire du plaidoyer, d'aller exiger, par exemple, l'accomplissement de leurs droits auprès, parfois, d'autorités qui pensent avoir... appuyer ce processus et qui du coup perçoivent mal pourquoi je les ai soutenus, pourquoi ils viennent râler. Oui, bon, déjà heureusement s'il y a des limitations de mandat, au moins il y a de l'alternance, donc ça permet que le temps que les personnes arrivent, ça soit déjà quelqu'un d'autre, mais après effectivement, mais ça demande une compréhension aussi de la part aussi, on n'a pas évoqué en fait, et pourtant c'est quelque chose qui est assez central au F3E, c'est le côté multi-acteur ou multi-actrice. Donc le fait aussi, et il y a beaucoup d'approches, notamment on l'a vu hier, l'importance dans les projets aussi d'essayer toujours d'embarquer des actrices et des acteurs de différents secteurs, y compris les autorités locales ou nationales, parfois même y compris lorsqu'elles ne sont pas très convaincues déjà à la base. Mais voilà, pour faciliter aussi cette montée en puissance, ou au moins, parce que ça c'est quelque chose d'important,
dans les stratégies, au moins faire en sorte qu'elles ne soient pas un obstacle. Des stratégies, c'est-à-dire soit vous cherchez des personnes qui vont vous soutenir financièrement ou moralement, ou alors l'autre stratégie aussi, c'est au moins de ne pas en faire des points de blocage. Donc ça, quand on travaille sur l'empowerment, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui et pourtant c'est un grand sujet, c'est l'acceptation des personnes qui retrouvent du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur la communauté alentour, ça peut générer plus de violences intrafamiliales. Ça peut générer des rejets très importants de groupes sociaux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on le vit avec la montée en puissance de l'extrême droite. Donc ça peut générer aussi, parce que justement ce pouvoir d'agir d'une population qu'on pensait justement qui était là, qui n'avait pas de pouvoir, qui était écrasée, tout d'un coup nous challenge, nous dans nos privilèges, évidemment ça peut générer des réactions violentes. Donc ça demande ce travail aussi, toujours autour, pour ça les différentes dimensions, c'est-à-dire que si on ne travaille pas avec l'entourage, ne serait-ce que pour qu'il soit neutre, ni avec plus largement la communauté et au-delà de ça les autorités, derrière effectivement on va se retrouver avec des limitations très très fortes et qui peuvent conduire des violences, des assassinats, une remise en cause politique totalement du groupe dont on remet en cause les privilèges. Donc effectivement ça demande c'est cette approche aussi multi-actrice qu'on n'a peut-être pas évoquée. Sure. Thank you, Arnaud, for your comments. It's made me think about the idea of accountability of our community that's present here, and perhaps the implicit message that we are the change we've been looking for. And so in our different positions and roles, as part of the multi-stakeholders, we can be a part of the change that we hope for. And through this network that we have here and through these annual meetings and roundtables, be accountable partners to each other in that learning and sharing. Thank you. J'avais quelqu'un qui levait un stylo. Je ne savais pas si c'était pour... Non, pas du tout. Merci beaucoup pour ces différents retours. Si la fin nous tiraille tous, je vais donc très rapidement vous rappeler que cet ouvrage se trouve à la table au fond à gauche, que vous y trouverez une dizaine d'articles par des personnes qui ont travaillé sur le terrain, qui se sont posé les questions que vous vous posez certainement, qui ont apporté des réponses qui leur sont propres, mais qui sont toujours intéressantes à explorer. Ce que nous avons vraiment voulu voir, c'était qu'est-ce que le renforcement du pouvoir d'agir et comment est-ce que l'inclusion permettait ce renforcement de pouvoir d'agir. Donc, à la fois, on a une réflexion sur cette idée des communautés, qu'il fallait vraiment sortir de cette idée que l'empowerment était uniquement au singulier. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur les différents articles. On fait ressortir le sujet d'analyser les inégalités de pouvoir d'agir à l'échelle individuelle et collective. Donc, encore une fois, l'importance de la communauté, mais surtout à toutes les étapes. Ça doit être en amont, pendant et en aval des actions. On a eu quelques exemples au moment de la table ronde c'est un petit peu tard à la fin du projet pour se dire d'ailleurs quelles étaient les inégalités de pouvoir d'agir de la communauté sur laquelle nous avons travaillé. C'est intéressant de le faire aussi, mais c'est toujours plus intéressant au début, pendant et après. Donc ça doit être un changement collectif, ça doit être un changement à la fois des acteurs et actrices de changement, des évaluateurs, des financeurs, des bailleurs, de la société dans l'ensemble. Nous avons aussi fait ressortir cette idée de l'importance de créer des espaces de dialogue inclusifs pour une gouvernance qui soit juste et partagée. Et là, ça a été toute la partie de la table ronde où on a rappelé l'importance de la connaissance située, qu'il fallait que les acteurs et actrices soient conscients de leur propre biais. C'est pas un gros mot, on en a tous, mais quand on les connaît, c'est mieux. Et surtout, quand on est capable de voir ce qu'on est en train de créer avec les relations de pouvoir qu'on est soi-même en train de créer avec les communautés. On a parlé de la position de sachant et de l'importance qu'au contraire d'être facilitateur, facilitatrice, de se mettre au service des communautés. Et pour cela, il faut qu'elles puissent s'exprimer. Tamara Amos nous l'a répété encore et encore, il faut entendre la voix des personnes, il faut accepter de l'entendre, même si c'est désagréable, même si elles ne disent pas ce qu'on attend
qu'elles disent. Si on ne le fait pas... Alors, si on peut revenir sur le grand schéma, parce que là, je vais être très perdue. Nous avons aussi la question de tout ce qui est l'inclusion transformative qui doit être vraiment dans la définition, le suivi, l'évaluation des différents changements. Il faut commencer à on a parlé de toutes les dimensions possibles que peut avoir le pouvoir d'agir, mais vraiment de s'assurer qu'on a des définitions partagées de ce qu'est cette inclusion transformative, de s'assurer qu'on cherche les mêmes effets et qu'on n'a oublié personne, enfin laissé personne de côté. Et enfin, notre dernière clé serait le fait d'adapter les métiers et les postures en faveur de l'inclusion transformative. Tamara nous a rappelé vraiment qu'on est tous accountable, que je traduirais en français de responsable, c'est notre travail de s'assurer que nous le faisons et que nous le faisons bien, que ça inclut des remises en question, ça inclut des remises en question personnelles, mais aussi on a parlé des indicateurs, que quand on n'a pas les outils, quand nos outils sont biaisés, nos actions seront biaisées, et que si on continue avec le système d'indicateurs et de financement actuel, toute la bonne volonté du secteur des ONG ne permettra pas de créer une vraie inclusion transformative. Et personnellement, je repars avec cette idée qu'il faut des changements personnels, mais il faut aussi des changements collectifs, sinon le retour de bâton est toujours extrêmement violent. C'est tout pour moi. Je voulais remercier du fond du cœur nos 3 intervenants. Vous avez pris le temps de partager vos connaissances, de vous pencher sur vos propres expériences, d'être extrêmement honnête sur les difficultés que vous avez pu rencontrer, sur les solutions que vous avez trouvées, en acceptant toujours que ce n'étaient pas du tout des solutions universelles, mais qu'elles étaient les vôtres. Et je pense sincèrement que le savoir doit se partager dans notre communauté. Donc merci pour votre temps, merci pour votre énergie, merci pour tout ce que vous faites. Merci au F3E pour cet ouvrage collectif. Je ne vous ferai pas l'affront de répéter où il se trouve, mais il est très bien, vraiment lisez-le. Et surtout, merci aux personnes qui sont dans la salle, pour des raisons de logistique, tout le monde ne pouvait pas prendre la parole, mais j'aimerais demander aux personnes qui ont participé à cet ouvrage, que ce soit en écrivant des articles, ou en faisant partie du comité éditorial, ou en faisant partie de l'équipe du F3E, donc je pense à Colette, je pense à Claire, de monter sur scène, et j'aimerais qu'on s'offre à tous un merci collectif pour cette belle expérience, et merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir partagé vos expériences, d'avoir fait preuve de cette honnêteté qui me tient profondément à cœur et qui, je pense, tient profondément à cœur de F3E. Alors, j'appelle sur scène Colette, Claire, les autres membres du comité éditorial qui sont présents. Je ne vous vois pas très bien, je vous distingue, mais je n'hésiterai pas à pointer du doigt. S'il vous plaît, montez sur scène. Vous avez mérité un petit applaudissement, un petit câlin collectif, en tout respect du Covid. Florian est présent dans la salle. Les équipes de Louvain Coopération, merci. Qui n'est pas... Est-ce qu'il nous manque? On a tout le monde? Et on vous l'a dit, les personnes qui m'ont écrit pour cet ouvrage venaient d'endroits divers et variés, donc certains n'ont pas pu être présents à Paris, mais on espère qu'ils nous regardent depuis les internets. Et on leur adresse également un immense merci pour tout leur travail et pour la belle réalisation collective qu'est cet ouvrage. On va manger. Bon, merci à toutes et à tous. Merci à ces collectifs qui a produit, qui a capitalisé ensemble. On va se retrouver à la manger. N'oubliez pas de rendre les écouteurs pour qu'on les récupère tous et tous. Donc, on va se retrouver vers 14h25 et vous allez m'entendre en vous appelant pour la suite de notre programme l'après-midi. D'accord? Donc, je vous souhaite un bon appétit.